Donc bonsoir à tous, bienvenue dans ce quatrième temps, ce cinquième temps, pardon, pour une sensibilisation aux questions des trames vertes, bleues et noires sur la communauté de communes de Thiers-d'Or et Montagne. C'est un travail qui s'est déroulé sur une année, accompagnée, elle se présentera par Fabienne Thoriot de l'entreprise Soberco. Euh, et donc, ce webinaire est un temps de restitution, mais aussi de, de mémoire de ce qui s'est fait et de transmission de tous ces temps de sensibilisation pour les personnes qui n'auraient pas pu y assister. Donc, on va avoir l'intervention pendant trois quarts d'heure à peu près de Fabienne Thoriot qui va reprendre tous les éléments de compréhension, de mobilisation qui sont possibles sur ce domaine-là. Et puis, on passera un petit temps de questions-réponses tout à la fin que vous pourrez mener soit tout au long de son déroulé en utilisant donc la conversation, ou lever la main s'il y a besoin de réagir en direct, ou tout à la fin, on passera la parole aux personnes qui le souhaitent. Merci à tous d'être présents et merci à Fabienne de commencer sa présentation. Très bien. Eh bien, bonsoir à tous. Merci de prendre le temps de participer à ce webinaire. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'élu, vous êtes confronté chaque jour justement à des choix concrets, à urbaniser ou pas, à arbitrer entre différents projets, à gérer des contraintes réglementaires, à répondre aux attentes des habitants. Et aujourd'hui, pourtant, on va parler de trame verte et bleue. Donc, ce qui pourrait paraître être un sujet un petit peu technique, un petit peu éloigné du quotidien, mais en fait, vous êtes aperçu au fur et à mesure des séquences que ce sujet-là était vraiment au cœur des décisions locales, sans forcément que ça porte ce nom de trame verte et bleue, hein. Donc l'idée de ce webinaire, de cette synthèse, c'est pas de faire un cours sur la biodiversité, c'est pas non plus de vous transformer en expert de la biodiversité, mais c'est vraiment de rassembler et de vous donner les clés, des clés de compréhension, des clés d'action qui vous soient utiles et qui soient réalistes justement pour les prochaines années. Alors, pourquoi on parle de trame verte et bleue aujourd'hui? On sait que les choix d'aménagement qu'on fait ou qu'on ne fait pas d'ailleurs ont des effets, des conséquences sur la qualité du cadre de vie, sur la capacité des territoires à faire face, à être résilients face aux effets du changement climatique, ont des conséquences aussi sur les coûts pour les collectivités. Mais on sait que la trame verte et bleue, du coup, ce n'est pas forcément une contrainte supplémentaire, mais c'est plutôt un outil pour anticiper justement tout ça, anticiper ces choix d'aménagement qui ont des conséquences importantes. Donc, on a trois objectifs pour ce webinaire. À la fois clarifier vraiment la notion de trame verte et bleue et noire, parce que souvent on oublie la trame noire, de voir comment ces enjeux se traduisent justement sur le territoire et surtout voilà, d'identifier vos marges de manœuvre en tant qu'élu, justement à différentes échelles, à l'échelle de la commune ou à l'échelle de l'intercommunalité. Donc, on va reprendre les 4 séquences qu'on a vues durant l'année 2025, puisque du coup, on avait proposé un parcours un peu progressif avec une première séquence pour comprendre pourquoi la biodiversité et la trame verte et bleue étaient aujourd'hui un enjeu vraiment d'aménagement et pourquoi on ne pouvait plus vraiment faire comme avant finalement. La séquence 2, c'était pour voir justement comment la trame verte et bleue s'exprimait sur le territoire, sur votre territoire, à travers les paysages et les milieux que vous rencontrez, que vous connaissez chez vous. La troisième séquence est plus pour comprendre justement ce que peut faire le PLU et surtout aussi ce qu'il ne peut pas faire. Et enfin, on avait terminé justement une quatrième séquence sur l'aspect, sur l'action, en fait, pour voir quelles décisions, quels projets, quels engagements étaient possibles ou sont possibles à votre échelle. Donc, on va commencer par la première séquence.
Et on va commencer par poser le cadre général et comprendre pourquoi la biodiversité, qui est longtemps perçue comme un sujet technique finalement assez à part, devient et est aujourd'hui un enjeu vraiment central dans les politiques d'aménagement. On va commencer par quelques petites définitions qui sont importantes quand même pour comprendre. La notion de biodiversité qui rassemble donc l'ensemble des êtres vivants et des écosystèmes avec 3 niveaux de biodiversité, enfin de diversité, diversité génétique, diversité entre les espèces et diversité des écosystèmes. Donc, c'est la base de compréhension. Ce qui va être important aussi à bien définir et à comprendre pour la suite, parce que ça a son importance, c'est la notion de service écosystémique. C'est la notion de service rendu par la biodiversité à l'homme. Donc c'est vrai que c'est une vision anthropocentrée, mais elle est finalement importante. Donc ces différents services, donc il y a 4 grandes catégories de services. Ils sont assez nombreux et du coup, c'est vrai qu'ils sont indispensables à notre quotidien et à notre survie de manière générale. Donc tous ces services, soit d'approvisionnement, de services de soutien, de régulation ou même services culturels, quand ça fonctionne, tout va bien, on ne les voit pas forcément, on n'en a pas forcément conscience, mais dès qu'ils se dégradent, c'est là où les conséquences peuvent être finalement assez lourdes. Aujourd'hui, on est tous au courant que la biodiversité se porte mal et qu'elle est en forte régression. Là, ce n'est qu'un schéma, mais vous pouvez en trouver des centaines. Et cette régression, elle se traduit justement par une disparition du nombre d'espèces, donc en termes d'abondance spécifique et d'abondance aussi des espèces. Là, par exemple, on sait qu'il y a une espèce sur 4 d'oiseaux qui est en danger. Vous avez différents types en fonction des classes d'espèces, mais la plupart des espèces sont aujourd'hui en danger. Cette réduction du nombre d'espèces, elle est associée aussi et surtout à la diminution de la diversité des milieux, puisqu'on observe une simplification des milieux, notamment agro-forestiers, agro-naturels. Donc, moins il y a de milieux qui sont différents, moins il y a d'espèces, et donc du coup, on arrive à avoir des milieux assez homogènes et qui sont de plus en plus fragiles, puisque du coup, cette diversité apporte beaucoup de robustesse et de résilience au milieu, aux différents chocs ou événements qui pourraient advenir. Les principales causes d'érosion de la biodiversité, on les connaît également. Il y a 5 grandes causes qui sont souvent mises en avant. Et qui vont impacter directement les différents services écosystémiques. Donc, c'est essentiellement les pertes d'habitat, de fragmentation, de consommation d'espace, l'exploitation des ressources en tant que telles, les pollutions, donc aussi bien qu'elles peuvent être lumineuses, pollution de l'eau, des sols ou acoustiques également. Le développement des espèces envahissantes est également une cause d'érosion de la biodiversité et le changement climatique est une cause en soi, mais qui va également accentuer les autres causes. Donc, on va avoir ces effets de conséquences, puisque du coup, ces différentes causes d'érosion vont avoir des modifications sur les écosystèmes, modifications aussi des services écologiques rendus, donc ces fameux services écosystémiques, et avec des impacts derrière sur des changements d'ordre socio-économique. C'est là où du coup, on est impacté directement par cette érosion de la biodiversité. Et pourtant, du coup, on a quand même des fortes dépendances entre la biodiversité et nos modes de vie, puisque du coup, et aussi la stabilité du système économique, qui du coup est menacée par cette dégradation du vivant. Là, on a juste mis un exemple de dépendance, notamment entre l'agriculture et la biodiversité, puisque l'agriculture est quand même très fortement tributaire des services d'approvisionnement ou de régulation qui vont permettre justement soit la pollinisation des cultures, soit la fertilité des sols. Il y a moult exemples là, qui sont à l'écran et où on voit justement tout l'intérêt, toute la synergie qu'il y a entre l'agriculture et la biodiversité. On arrive à cette notion de trame verte et bleue et noire, qui du coup est plutôt un outil qui a été développé en réponse justement à ces différents constats de dégradation, avec donc du coup 2 composantes. Une composante verte qui fait référence vraiment à tous les milieux terrestres,
Donc tout ce qui pourrait être justement la notion de massif forestier, de haies, d'arbres, même de ripisylve, même si le ripisylve est entre les deux composantes vertes et bleues, elle est plutôt une composante turquoise. Et puis la composante bleue, voilà, qui est plutôt en lien avec les milieux aquatiques et humides, où on voit que, voilà, qu'un cours d'eau, les étangs, les mares, les zones humides, etc., qui font partie de cette trame bleue. Et c'est vrai que quand on parle de cette trame verte et bleue, on est souvent à l'échelle on va dire, de la surface, vraiment terrestre, où on n'est pas forcément non plus sur les déplacements aériens, voilà, notamment par rapport aux chiroptères ou aux oiseaux, ni on ne s'intéresse pas encore forcément, même si on commence à s'y intéresser beaucoup, à la notion de continuité des sols, avec toute la biodiversité associée au sol, notamment les lombrics, entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'espèces dans ces compartiments. Donc ça, c'est cette notion de trame verte et bleue. Et il y a aussi ces notions de réservoir de biodiversité et de corridor écologique, puisque du coup, la notion de réservoir de biodiversité, on la réserve, voilà, pour l'ensemble des espaces dans lesquels on va avoir une biodiversité assez riche, où les espèces vont pouvoir accueillir justement, enfin accomplir, pardon, une grande partie de leur cycle de vie. Donc du coup, soit une mare, une forêt, une prairie peuvent être justement un réservoir de biodiversité, mais aussi un massif, un grand massif forestier ou un grand massif, on va dire, géographique, topographique, peut également être un réservoir de biodiversité. Donc on a différentes échelles géographiques à considérer. Voilà, entre une mare ou un arbre, peut-être un réservoir pour certaines espèces, mais à plus grande échelle, on a aussi, quand on parlait justement des monts du Forêt ou des monts du Livradois, en tant que tels, ce sont aussi des réservoirs de biodiversité. Et pourtant, elles constituent plein de petits réservoirs. Voilà. Donc, on a cette notion d'échelle qui sont importantes. Et ces notions de corridors écologiques qui vont justement assurer les connexions entre les réservoirs pour assurer justement aux espèces les possibilités de déplacement. Puisque les espèces ont en effet besoin de se déplacer entre les différents espaces, voilà, dont ils ont besoin pour soit se reproduire, soit s'alimenter, soit se reposer, soit aussi, ça fait partie des cycles de dispersion de certaines espèces, donc, qui ont besoin de se déplacer. Et on vous a mis aussi ce petit schéma pour montrer que, voilà, il y a quand même différents obstacles qui sont souvent rencontrés justement de ces continuités terrestres, mais même si là on ne parle pas forcément beaucoup des obstacles aériens, mais par exemple les lignes électriques ou éoliennes peuvent constituer dans certains cas des obstacles. Et c'est vrai que quand du coup ces continuités sont rompues, là comme on voit à l'écran, voilà, soit une route, soit des berges qui sont abruptes, soit un champ qui est vraiment mené voilà, sans infrastructure agroécologique, peuvent être vraiment des obstacles au déplacement. Et quand du coup il y a de ces fragmentations, les milieux s'isolent et du coup voilà, ça accentue la dégradation de la biodiversité qui s'appauvrit, puisque du coup, il n'y a plus d'échanges génétiques qui peuvent se faire. Et puis un dernier point, dernier petit focus justement sur la trame noire, justement donc en lien avec l'éclairage nocturne. Et on sait que la pollution lumineuse, enfin la lumière artificielle, modifie énormément les comportements des différentes espèces. Voilà, aussi bien perturbation des oiseaux migrateurs, des insectes, des chauves-souris, les lucioles, du coup, là, qui ont une communication qui est brouillée par la lumière. Par rapport aux végétaux aussi, où il y a du coup une désynchronisation par rapport aux saisons. Les mammifères, les amphibiens, enfin, toutes les espèces quasiment sont perturbées. Et donc là aussi, on va voir que ce sont quand même des choix d'aménagement qui sont importants, choix de gestion ou d'aménagement qui vont rentrer en jeu dans ces questions de pollution lumineuse. Donc pour cette première séquence, s'il fallait retenir que 3 petites choses, c'est que la biodiversité rend des services concrets et essentiels, ça c'est imparable, qu'elle est en déclin à cause justement de nos modes d'aménagement, et que la trame verte et bleue, du coup, est une réponse spatiale, c'est un outil d'aménagement en réponse à ce problème. On passe à la deuxième séquence, qui était plutôt orientée sur l'axe de la découverte du territoire et de sa trame verte et bleue.
puisque du coup, on avait organisé 4 visites sur le printemps là, pour pouvoir illustrer les différentes notions théoriques qui avaient été abordées lors de la première séquence et pour voir justement découvrir les fonctions écologiques des différents paysages que vous voyez quotidiennement justement autour de vous. Avec notamment les écosystèmes prairiaux, avec tout l'intérêt des prairies permanentes qui accueillent justement une forte biodiversité, alors, en fonction bien sûr de la gestion qui est associée et qui est menée sur ces prairies, puisqu'elles permettent notamment la régulation de l'écoulement des eaux, elles permettent de limiter l'érosion des sols, permettent de stocker le carbone aussi, on avait vu ces différents aspects, ces différents atouts. Sur le rôle des haies, aussi multiples. À chaque fois, on a pu voir voilà, les différents rôles, les différents services rendus par ces différentes composantes de la trame verte et bleue, avec les haies voilà, qui jouent des rôles multiples, on l'avait vu et on le voit sur le schéma, aussi bien en termes d'habitat d'espèces que pour réduire l'érosion aussi des sols, que pour piéger le carbone. Voilà, pour aussi être utile en termes de matières premières, en termes de paysage. Donc c'est vraiment très important. Et on avait vu aussi que l'intérêt de ces haies pouvait dépendre fortement de leur configuration, de leur entretien, voilà, selon les essences dont elles sont composées, et le fait si on a des haies plutôt hautes ou taillées plutôt basses, si elles ont plusieurs strates, voilà, on a des intérêts qui varient. Pour les ripisylves, là aussi, elles jouent de rôles multiples et participent en plus voilà, au bon état des cours d'eau. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de berges sur le territoire qui ont été artificialisées et qui entraînent justement beaucoup de contraintes. Finalement, les contraintes, elles viennent aussi plutôt de l'artificialisation qu'on a pu faire sur les territoires, puisque du coup, quand on a des berges artificialisées, du coup, on n'a pas l'épuration naturelle qui se fait. On n'a pas des possibilités, on a des contraintes latérales, donc du coup, l'expansion des crues se fait difficilement, donc c'est tout envoyé à l'aval. L'eau se réchauffe, voilà, donc on n'a pas de régulation thermique. Voilà, on a plein de contraintes à cette artificialisation qu'on avait pu voir sur place. Donc, alors qu'à l'inverse, voilà, les ripisylves jouent énormément de rôles. On a vu aussi un certain nombre de zones humides. Là, on a une belle zone humide sur les photos, avec là aussi des milieux qui sont capitaux. Là, on a le petit schéma qui résume un peu aussi le rôle des zones humides. C'est vraiment des milieux majeurs qui vont assurer justement la rétention en eau dans les sols. Donc, voilà, quand on a des problématiques de sécheresse, c'est vraiment des milieux qui vont être très recherchés. Elles permettent aussi l'écrêtement des crues, justement en amont. Donc là, quand il y a des problématiques d'inondation, ce sont aussi des milieux précieux. L'épuration des eaux aussi. Donc on a vraiment grand intérêt à les conserver. Et malgré tout, on a quand même eu beaucoup, et là c'est sur le territoire national, qu'il y ait beaucoup de drainage ou des mares comblées ou voilà, des milieux humides qui ont pu être comblés malgré l'intérêt qu'elles peuvent avoir. On a vu également l'ensemble des écosystèmes forestiers avec là aussi un rôle multifonctionnel des forêts, le stockage carbone qui est souvent mis en avant, la protection de la ressource en eau et des sols aussi. On a vu aussi quand même que pour être considéré comme un réservoir de biodiversité, pour vraiment que la forêt assure ses fonctions environnementales, il fallait que la forêt soit diversifiée, aussi bien en âge qu'en essence, pour pouvoir justement assurer ses fonctions. Et que par conséquent, du coup, toutes les plantations monospécifiques qu'on rencontre assez souvent sur le territoire ne pouvaient pas être considérées vraiment comme des forêts, en tout cas assurer ces différentes fonctions environnementales. Pour la séquence 3, c'était une séquence vraiment très orientée, assez technique, mais on va voir que le PLU est plutôt un outil politique qui est très structurant pour planifier, pour prendre en compte la biodiversité. Finalement, on s'aperçoit que c'est un outil très très efficace, donc il faut justement bien comprendre ce qui est possible de faire ou pas.
puisque du coup, on a vu que les PLU pouvaient, impacter directement entre les effets d'emprise et les effets de coupure. On a un lien direct avec une des principales causes majeures d'érosion de la biodiversité, qui est la perte d'habitat, puisque du coup, dès qu'on va urbaniser, on va avoir des effets d'emprise et qu'on va construire des différents aménagements linéaires, on va avoir ces fragmentations. Donc, on a un levier d'action direct. Donc, pour simplifier, on va dire, pour avoir un petit peu des punchlines, si on peut dire ça, on a 3 grandes décisions politiques en fait dans un PLU. C'est de savoir où est-ce qu'on urbanise et surtout là où on n'urbanise plus, voir ce qu'on peut protéger de manière explicite avec les outils offerts dans le cadre du document d'urbanisme, dans le cadre du code de l'urbanisme. Également, ce que l'on peut imposer dans les projets pour pouvoir justement faire perdurer une trame verte bleue ou la recréer. Donc ça, c'est 3 décisions qui ont finalement un fort impact sur la biodiversité. Alors, on a vu aussi qu'il y avait une démarche assez progressive qui permet justement de réduire les effets d'emprise, de protéger ce qui est utile et également d'intégrer euh, euh, ou de renforcer la trame verte et bleue dans les projets. Donc, c'était un peu les 4 grandes étapes qu'on pouvait avoir dans les documents d'urbanisme. Et à chaque fois, justement, on a des outils qui peuvent être soit la question du plan de zonage, justement, pour pouvoir définir à la fois les besoins de consommation d'espace, en tout cas de mobilisation du foncier, de définition de l'enveloppe urbaine, pour pouvoir justement protéger les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques. Donc il y a énormément d'outils, outre voilà, le plan de zonage et son règlement associé. On va le voir dans les diapos prochaines. On va faire une petite synthèse des outils avec la notion d'OAP, donc les orientations d'aménagement et de programmation, les outils au niveau de la réglementation pour rendre perméables les clôtures, les coefficients de biotope, le choix des essences, les emplacements réservés. Voilà, à chaque niveau, on va dire, chaque étape, on va dire, de prise en compte, on a les outils réglementaires pour transcrire les orientations de préservation de la biodiversité. Voilà, on a une petite diapo de synthèse justement sur les outils qui sont à mobiliser selon les objectifs visés, voilà, selon si l'on vise la protection des réservoirs de biodiversité en tant que tels, avec les outils voilà, propres au plan de zonage, ce qu'on appelle des surtrames ou des outils de protection surfacique pour protéger les milieux humides, les espaces boisés classés, la protection des ripisylves. Pour la protection des corridors, on a aussi différents outils, on va les voir juste après, et également pour pouvoir développer la trame verte et bleue dans les espaces urbanisés, dans le cadre des projets, différents outils avec les différents coefficients de pleine terre ou de biotope, la perméabilité des clôtures et également la possibilité d'identifier des essences pour les plantations. Et aussi un outil spécifique qui se développe davantage maintenant, c'est une orientation d'aménagement et de programmation spécifique sur la trame verte et bleue. Donc, on va voir là de manière illustrée assez rapide. Je ne vais pas vous repasser l'ensemble des outils de manière détaillée, mais quelques exemples illustrés de ces outils, notamment sur les protections surfaciques. Donc, ça, c'est un extrait de plan de zonage. Et on a 2 articles en fait du Code de l'urbanisme qui permettent de protéger justement les espaces qu'on appelle d'intérêt écologique, qui peuvent être des mares, des ripisylves, des haies, des arbres aussi isolés. Et on appelle voilà, ces deux articles, on appelle ça souvent voilà, sur l'angle des prescriptions surfaciques pour ne pas retenir les numéros d'articles et qui viennent se superposer au plan de zonage, voilà, pour pouvoir vraiment avoir un affichage et une compréhension graphique des choix. Et sur le plan de zonage, on avait, donc là c'est le plan de zonage du PLUI de Billon Communauté, qui avait fait le choix justement de matérialiser les différentes sous-trames. C'est pour ça que vous avez des hachures bleues, vertes, avec densité plus ou moins importante, pour représenter la sous-trame des milieux humides, la sous-trame des milieux boisés, la sous-trame bocagère également, qui permet justement de matérialiser, derrière d'avoir un règlement aussi qui permette de protéger ces différents espaces.
Là, voilà, c'est pour illustrer justement ces différents éléments de paysage qui sont à protéger, aussi bien en zone rurale qu'en zone périurbaine, où voilà, on peut protéger des alignements d'arbres, on peut protéger des mares, des haies, des arbres à cavité, des gîtes à chiroptères aussi. Au niveau des parcs aussi, on peut utiliser ces outils de prescription surfacique et on peut également les utiliser pour de la création de milieux, pas forcément de milieux existants, mais voilà, pour pouvoir anticiper, créer des nouveaux milieux, on peut utiliser cet outil-là. Un petit zoom aussi spécifique pour les milieux humides, puisqu'il est à la fois possible, en fait, pour les milieux humides, à la fois d'avoir un zonage spécifique avec un règlement adapté, pour pouvoir justement définir les règles, pour pouvoir interdire certaines occupations ou certaines activités qui pourraient dégrader la zone humide. Mais on peut aussi, dans le cas des zones humides, avoir aussi un surzonage ou une trame spécifique avec l'outil des prescriptions surfaciques, avec voilà, l'article L151-23 notamment. Pour les espaces boisés classés, donc là on a un article aussi spécifique dans le Code de l'urbanisme qui va permettre de protéger de manière assez forte les boisements d'intérêt écologique, mais qui peut être aussi utilisé pour de la recréation, de la reconstitution du maillage écologique. Il faut juste savoir que l'outil espace boisé classé est un outil relativement fort ou à portée réglementaire importante, donc il faut l'utiliser de manière raisonnée, on va dire, et en concertation avec différents usages, voilà, pour bien ne pas gréver une exploitation qui permette quand même l'entretien aussi de ces milieux boisés. L'outil des emplacements réservés, donc là encore un autre article du Code de l'urbanisme qui permet justement de réserver des terrains justement pour l'installation d'espaces verts, de milieux à reconstituer. Donc ça va permettre justement, c'est assez intéressant quand on a des projets de reconstitution du maillage écologique, enfin du maillage de haies ou aussi la recréation de mares. Donc c'est des outils qui peuvent être importants. Il faut juste avoir en tête bien sûr le fait que quand on met en place un emplacement réservé, voilà, il faut être quand même en mesure de pouvoir acheter si la commune est mise en demeure d'acquérir le terrain par le propriétaire. Donc, il faut quand même avoir ça en tête. Mais ça permet quand même de bien planifier. Et puis également, on avait évoqué la notion de coefficient de biotope par surface, qui est un outil dont vous avez certainement entendu parler, qui permet essentiellement en fait, de garantir la présence d'espaces végétalisés dans les projets. Donc là, c'est vraiment dans le cadre des projets. Là, ce n'est pas pour venir protéger des choses existantes, mais c'est plutôt dans le cadre d'un projet, comment on va développer la présence de végétation, en fait, quelle qu'elle soit. Donc, c'est souvent aussi associé à la notion de perméabilité et de gestion de l'eau. Là, on a les deux enjeux qui sont gérés dans le cadre de cet outil. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un coefficient qui soit appliqué à l'échelle des parcelles pour pouvoir encadrer les surfaces d'espaces végétalisés, mais aussi, du coup, et par conséquent, les espaces avec un fort taux de perméabilité, justement, pour pouvoir gérer l'eau à la parcelle, au plus près de son cycle. Et puis, dernier point justement aussi sur le règlement, notamment par rapport aux clôtures. On en avait aussi beaucoup parlé puisque c'est possible dans le cadre du PLU de réglementer les clôtures pour qu'elles soient perméables à la petite faune, justement dans le milieu périurbain. Ça peut être utile d'avoir soit des trous, soit des espaces pour permettre justement le passage de la petite faune. Donc ça, c'est assez acquis aujourd'hui dans les PLU, hein. Il y a des écritures qui sont établies et qui sont connues. Ah oui, petit dernier outil sur les OAP, donc c'est les orientations d'aménagement de programmation sectorielle. Donc à l'échelle des projets, à l'échelle des sites de projet, on peut justement, dans le cadre de ces OAP, intégrer des orientations qui permettent soit de préserver la trame existante, soit de recréer ou de renforcer la trame verte et bleue dans le cadre du projet. Donc là, vous avez deux exemples. Alors, il n'y a pas les légendes associées, mais du coup, qui permettent de positionner justement les haies à protéger, notamment. Alors ça, c'est des OAP très, très simples. Il peut y avoir des OAP beaucoup plus complexes en fonction de la taille
des sites, avec là la notion de maillage de haies à recréer au niveau des parcelles, ou de conserver les structures existantes ou de recréer et conforter ce maillage. Voilà pour cette séquence 3. Vous avez tous les outils qui existent aussi, et nombreux guides techniques pour bien détailler les outils techniques. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est pour avoir un peu le panorama de ces outils. Et on termine par une dernière séquence avec la question, alors sans forcément vous exprimer là tout de suite, mais c'est juste pour réfléchir quelques secondes, de dire d'après vous, qu'est-ce qui freine le plus l'action aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Et du coup, de voir un peu les mots que vous mettriez derrière les 3 petits points. On en a discuté en séance et c'était assez intéressant de voir justement et d'associer cette notion d'action, pas forcément à la notion de connaissance. On avait vu que la connaissance n'était pas forcément suffisante finalement pour passer à l'action. On avait vu justement toute l'approche psychosociale finalement qui était très importante dans le passage à l'action. C'est pour ça que je vous avais remis le petit schéma sur le modèle transthéorique là, des changements de comportement, avec la notion d'identification des problèmes, de conscience du problème. Alors là, le problème, en l'occurrence, c'est l'érosion de la biodiversité et l'effondrement du vivant, avec l'étape de je me sens concerné, mais je ne sais pas encore trop comment agir, à je souhaite agir, à j'agis. Voilà, il y a toute une chaîne et voilà, alors, si vous êtes présent au webinaire, vous êtes plutôt dans le haut de la flèche. Mais voilà, c'est important de voir où sont les différentes personnes et de les accompagner justement d'une étape à une autre. Et l'objectif était vraiment de se mettre dans le cadre de cette campagne de sensibilisation, de cette session de sensibilisation, de se mettre dans les bonnes conditions en fait pour justement bien connaître son champ d'intervention, son champ d'action et les aides qui sont à disposition pour, voilà, pour pouvoir vraiment être dans l'action. On avait vu justement ensemble aussi de dire ce qui était important, c'est de savoir pourquoi on agit. Et qu'est-ce qui fait sens pour vous, justement, dans l'action avec les différents crans? Et on avait vu justement qu'en fonction, si on agit parce que c'est une contrainte ou si on agit parce qu'on connaît les risques si on ne fait rien ou si on agit parce que, voilà, ça va permettre d'accroître certains bénéfices ou d'avoir des valeurs et de respect des valeurs. Du coup, voilà, plus on va vers le haut, plus finalement l'énergie qu'on va pouvoir mettre mobilisée, va être importante pour pouvoir mettre en place les actions et aborder ce changement par la suite. On avait vu aussi cette notion de zone de capacité d'action ou champ d'intervention. Et c'était important pour vous, en tant qu'élu, bien de vous positionner dans le bon cercle pour justement ne pas soit avoir de frustration, soit pour ne pas s'épuiser justement contre des vents adverses. Donc l'idée, c'est vraiment de vous positionner dans votre zone de capacité d'action et notamment dans le cercle de contrôle parce que c'est là où vous pouvez justement agir, même s'il y a le cercle d'influence où du coup vous n'avez pas le contrôle mais vous pouvez quand même avoir de l'influence. Donc ça, c'est aussi important en tant qu'élu. Et par contre, voilà, le cercle des préoccupations, voilà, je sais qu'on veut beaucoup, enfin, nombreux veulent sauver la planète, mais voilà, il faut le faire à son échelle, puisque c'est important d'agir à la bonne échelle. On a vu également les différentes marges de manœuvre à l'échelle justement d'un village. Et on a vu voilà, le champ aussi assez large d'intervention, puisque entre la végétalisation dans la zone urbanisée, en cœur de village, c'était possible, les passages à faune au niveau de certaines infrastructures, la lutte contre les espèces envahissantes, la végétation le long des cours d'eau, tout l'aspect paysager, ça qui est souvent associé aussi, hein, qualité de vie, paysage, sont associés à la présence de végétation sur la commune, la notion d'imperméabilisation des sols, enfin voilà, on a vu un certain nombre d'actions. Et ce qui est important aussi de bien avoir en tête, c'est en fonction des objectifs qu'on va viser,
soit de préservation, de gestion, de création, de restauration, de sensibilisation, on va avoir plusieurs modes d'intervention. Soit la planification urbaine, voilà, qui va répondre soit à la préservation ou à l'anticipation de la restauration, soit l'aménagement en tant que tel, avec l'aménagement de sites de projets, enfin de nouveaux quartiers ou de tout type d'aménagement. Intervenir sur le foncier aussi, qui va permettre de protéger ou d'anticiper aussi des travaux. L'intervention directement en termes de travaux, voilà, parce que quand on dit agir, c'est pas forcément faire que des travaux, voilà, on a aussi ces différents modes d'intervention. Et puis de l'animation aussi en termes de sensibilisation. Au niveau des communes, de la communauté de communes, il peut y avoir aussi un champ, parce que vous êtes au contact des citoyens, donc c'est aussi un levier d'action important. Mais voilà, tous ces leviers et tous ces modes d'intervention nécessitent voilà, quand même un certain engagement politique pour pouvoir mener de front ces objectifs. On avait vu voilà, aussi par rapport à ces 4 grands objectifs de préservation, de gestion, de sensibilisation, quelques exemples à l'échelle des collectivités. Et on avait vu justement qu'un certain nombre de communes là, qui ont participé aux ateliers faisaient déjà un certain nombre de choses dans ces exemples, voilà, sur la gestion, sur l'éclairage public notamment. Un certain nombre de communes gèrent de manière optimale cet éclairage, sur la prise en compte de la biodiversité dans les PLU. Alors, certains avaient déjà un peu expérimenté, ou l'aménagement de sentiers pédagogiques, ou la mise en place de chantiers participatifs. Certains font déjà ce genre de choses, ou la plantation de haies aussi, ou l'installation de nichoirs sur des bâtiments communaux ou intercommunaux. Voilà, un certain nombre d'actions à l'échelle des communes sont possibles. On avait vu voilà, quelques illustrations sur le territoire de Thiers-d'Or et Montagne, voilà, sur l'éclairage, sur les arbres fruitiers plantés, sur la protection foncière, le rachat justement de forêts, sur la végétalisation de rues, notamment dans la ville de Thiers, mais pas que. Et également à l'échelle de la communauté de communes avec l'aspect éducation, parce qu'il y a tout un service au service justement de l'éducation au territoire et à l'environnement. Des plans de gestion sur les différents sites naturels, voilà, le lac d'Aubusson notamment, ou la tourbière du Sapet. Voilà, différentes choses qui se font déjà et c'est ce qu'il faut poursuivre. Voilà, il n'y a pas, on parle de changement, mais ce qui est important, c'est de poursuivre les actions qui ont un impact pour qu'elles deviennent automatiques, qu'elles élargissent leur champ et leurs impacts, hein. Et ce qui est important aussi à voir et à garder en tête, c'est que justement, toutes les actions qui vont pouvoir être faites en faveur de la biodiversité vont aussi avoir d'autres bénéfices, donc une notion de co-bénéfice. Ils vont permettre justement de relever d'autres défis qui sont face à nous, notamment en lien avec le changement climatique, puisqu'on a vu si on a des milieux naturels en bonne santé, ça va nous permettre justement d'être un petit peu plus résilient face aux effets multiples du changement climatique. Ça permet aussi de réduire les risques naturels quand on va pouvoir travailler sur les milieux humides, sur la santé aussi avec la régulation de la qualité de l'air, sécurité alimentaire avec la fertilité des sols, sur la sécurité de l'approvisionnement en eau, puisque du coup ça va protéger aussi les ressources et tous les captages, toutes les sources que vous avez sur vos montagnes. Voilà, donc vraiment, c'est important d'avoir ça en tête. C'est des effets multiples, voilà, à ricochet, qui sont faits quand vous apportez votre pierre à l'édifice par rapport à la protection de la biodiversité. Et puis, on avait vu aussi un certain nombre d'aides pour accompagner ces différentes démarches. Il y a des appuis techniques, il y a des appuis financiers qui existent, même si on sait que les budgets rétrécissent à vue d'œil, mais il y a quand même des aides qui existent. Il faut aller les chercher. Mais voilà, vous n'êtes pas seul pour porter ces projets. Il y a un accompagnement technique et financier au niveau de la communauté de communes, au niveau du parc aussi, voilà, sur les aspects ingénierie qui sont très précieux pour mener vos différents projets. Et puis voilà, sur la dernière séquence, le dernier atelier, on avait justement fait émerger aussi un certain nombre de propositions d'action qui sont ressorties.
Donc, j'espère que ces projets sont en bonne voie depuis, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait fait l'atelier, mais c'était à l'été, au début de l'été. Alors, peut-être qu'il y a des choses ont avancé, mais voilà, il y avait différents objectifs de restauration, de végétalisation de places, de désimperméabilisation de cours d'école, de réalisation d'atlas de la biodiversité. Voilà, il y a un certain nombre de choses qui émergeaient. Donc, il y a ces envies-là qui émergent, qui sont présentes. Il faut les poursuivre, les accompagner. Et c'est voilà, toute la dynamique qui était souhaitée dans le cadre de cette session d'accompagnement et de sensibilisation. Hein. Et du coup, voilà, j'en termine avec cette dernière diapo, de voir voilà, si vous ne deviez retenir qu'une chose, je vous laisserai réfléchir aussi, mais je vous en ai mis 3, de dire donc, voilà, que cette trame verte et bleue et noire, c'est vraiment un enjeu d'aménagement. C'est important aussi de retenir que les décisions locales sont importantes, elles vont compter. Voilà, il ne faut pas forcément attendre des décisions toujours supra. Voilà, chaque niveau compte et vos décisions à l'échelle des communes, de vos communes et de l'interco sont très importantes et que chacun, voilà, autre chose à retenir, chacun peut agir à son niveau et que vous n'êtes pas seul justement pour pouvoir agir. Hein. Du coup, juste pour... Ah bah voilà, je termine en coupant la projection. Et juste pour vous dire que justement le document, enfin, suite aux différentes séquences, on avait réalisé un document de synthèse. Voilà, je pense que Maleka vous l'a transmis, mais sinon vous pouvez lui demander, voilà, qui fait un petit recueil des différentes séquences. Si vous avez besoin de retrouver des schémas, voilà, de retrouver un petit peu des éléments pour pouvoir convaincre aussi vos collègues élus pour les accompagner, les embarquer dans la dynamique. Hein. Voilà. Donc merci de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez bien entendu, ou nous faire aussi un retour sur ce que vous avez vécu pour ceux qui ont participé, et puis aussi plus globalement pour voir si cette petite synthèse en 3/4 d'heure, voilà, ce que ça vous a évoqué, ou si vous avez envie de partager ce que vous avez retenu. Voilà, merci en tout cas de votre attention.